Bonjour à toutes et tous. Nous avons pris quelques habitudes pendant le confinement pour garder le lien avec nos adhérents. Et bon, les habitudes étant ce qu'elles sont, nous les continuons. Il s'agit donc de réaliser des webinaires pour les sujets généraux ou bien des cafés techno pour nos rendez-vous experts tels que ce qui va vous être présenté aujourd'hui. Bon, compte tenu des retours plutôt positifs des participants sur ce type de formule, nous continuons donc avec vous cette aventure avec aujourd'hui un sujet d'actualité qui mêle étroitement l'homme, les concepts et la technologie. Il s'agit de l'intégration humain-système et plus précisément du virtuel au tangible. Pour l'occasion, nous avons le plaisir d'accueillir 5 intervenants qui sont tous experts du domaine. Nous avons Guy-André Bois, qui est professeur à Centrale Supélec et à l'Estia. Il est titulaire de la chaire FlexTech. Nous accueillons également Stéphane Durand de la société Dassault Aviation. Il est spécialiste de facteurs humains. Daniel Auré de la société Thales, qui est spécialiste de facteurs humains et ancien pilote de chasse. Nous avons également Julien Dezemery, qui est de la société Synapse Défense, basée à Mont-de-Marsan. Il travaille sur le projet MMT, Man Machine Teaming, dans le cadre du futur système de combat aérien. Julien est également ancien pilote de chasse. Et en dernier lieu, nous avions René Diaz-Pineda de la société Thales, qui est chef de projet. Donc, au fil de cette intervention, nos 5 acteurs présenteront plus en détail, se présenteront déjà plus en détail lors de leur prise de parole, et ils aborderont avec nous plusieurs thèmes tels que la flexibilité en conception et en opération, la conception anthropocentrée, c'est un petit peu nouveau comme thématique, la tangibilité des systèmes à forte composante logicielle, les systèmes complexes à autonomie croissante, les facteurs humains et l'ergonomie des systèmes sociotechniques, la prise en compte des personnes et des organisations, ainsi que la place de la gestion du changement dans la conception technique et le choix de la technologie. Alors, je vous rassure, hein, à la fin de ce café techno, tous ces termes qui paraissent peut-être nouveaux pour certains d'entre nous seront très clairs pour vous tous. Pour ma part, je me présente, je suis Philippe Fioravanti, je suis détaché de la société Dassault Aviation auprès de Aerospace Valley et je suis responsable de l'animation du projet Industrie 4.0. C'est pour moi un réel plaisir et un honneur d'animer modestement ce café techno en ne faisant que relayer toutes vos questions que je vous invite à poser sur le chat au long de la présentation. Ce café techno va donc se dérouler en 2 temps, une présentation générale de 45 minutes, suivie d'une séance d'échange également de 45 minutes avec nos intervenants et tout ça, on le fera en mode chat. Pour finir, un petit clin d'œil à Jennifer qui se trouve à la technique et sans qui l'événement ne pourrait pas avoir lieu. Donc Jennifer répondra via le chat à toutes vos questions logistiques. Un grand merci à nos intervenants qui se sont spontanément mobilisés sur le sujet et nous avons vraiment des experts du domaine. Je pense que vous passerez un bon moment. Et surtout, un grand merci à vous tous sans qui ces types d'événements ne pourraient pas avoir lieu. Par votre forte présence, vous nous encouragez et c'est bien sympa. Donc, dernier point, vous retrouverez un replay sur la chaîne YouTube du pôle Aerospace d'ici quelques jours. Bon café techno et place à nos intervenants. À toi, Guy, de prendre la parole. Alors, bonjour à tout le monde. Est-ce que tout le monde m'entend là? C'est bon? Voilà. OK. Alors, OK. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'intégration humain-système. Mes planches sont en anglais, mais rassurez-vous, je vais parler français.
Donc, comme l'a dit Philippe, on va parler de conception anthropocentrée, on va parler de flexibilité, on va parler d'autonomie, on va parler de facteurs humains, d'architecture système, et également tout ça dans un bain opérationnel. Enfin, on parlera de mission essentiellement. Alors, avant de commencer mon exposé, je vais me présenter un petit peu. Bon, pendant les 40 dernières années, je me suis intéressé à l'analyse, la conception, l'évaluation de postes de travail, mais plutôt des cockpits d'avions de transport. Mais également, j'ai travaillé sur le cockpit de la navette aux États-Unis. J'ai travaillé pendant assez longtemps aux États-Unis. Hein, j'ai partagé mon temps en gros entre la France et les États-Unis. J'ai fait partie du groupe de conception du rover lunaire, qui n'est pas encore lancé, mais qui ne saurait tarder. J'ai travaillé sur la reconception du centre. Guy, on ne t'entend plus. Action machine au départ. Et allô? Est-ce que vous m'entendez mieux là? Ça a été coupé un peu là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, là, Oui, on nous t'entend. t'entendons. D'accord. C'est bon? Oui. Dites-moi hein, chaque fois parce qu'il y a des variations. Alors, donc, mon domaine, donc, c'est aujourd'hui l'intégration humain-système et on va le définir dans les slides qui viennent. Donc, en fait, on est passé d'une ergonomie de correction à la conception de l'interaction avec l'interaction machine à partir des années 80 et puis ensuite, depuis le milieu des années 2000, là, 2005 à peu près, on passe à l'intégration humain-système. Je vais vous en parler. Alors, je tenais à mettre cette photo, c'est le retour des astronautes de la mission Apollo 13. Vous avez dû, certains d'entre vous, certains vu le film qui a été tourné sur ce sujet. On appelle ça en anglais successful accident, c'est-à-dire en fait la question c'est comment l'intégration entre les gens du sol, les gens de bord, les systèmes sol, les systèmes bord ont bien fonctionné pour résoudre un problème qui n'était pas vraiment prévu à l'avance. Et donc comment traiter des problèmes qui sont imprévus, inattendus, voire inconnus parfois. Enfin, là ils ont vraiment résolu le problème. Alors, l'idée, c'est que tout ça, on va le regrouper sous le vocable intégration humain-système, qui est une question d'intégration de la technologie, des organisations et des gens. Voilà, donc ce n'est pas uniquement interaction machine, c'est aussi la prise en compte de l'organisation. Donc, c'est ce triptyque technologie, organisation et personne. TOP, j'appelle ça le top modèle, on s'en souvient mieux comme ça. Voilà que nous allons discuter. Alors, tout d'abord, d'où vient-on? Eh bien, pendant longtemps, on a eu un développement de système qui était séquentiel, partant de l'ingénierie d'un système, c'est-à-dire la construction d'un système, la conception-construction d'un système par des ingénieurs. Ensuite, passage à l'opérationnalisation de ce système par la conception d'interface utilisateur, c'est là où les ergonomes interviennent, et ensuite, éventuellement, formation de personnel pour utiliser le système. Alors, l'idée, c'est de revoir cette approche et de dire, voilà, comment peut-on développer une approche qui soit plus holistique, c'est-à-dire holistique, c'est le tout. Comment on peut prendre en compte l'intégration humain-système depuis le tout début de la conception. Et donc, comment établir ces liens entre les humains qui sont présumés devenir des utilisateurs, des opérateurs, etc., dans le système que l'on construit. Alors, cette photo, en fait, c'est une photo de mon laboratoire que j'avais au FIT, Florida Institute of Technology, en liaison avec la NASA.
où j'étais assez fier parce que dans la même salle, j'avais un simulateur d'A320 et un simulateur de Boeing 737. Donc, c'est tout ça pour vous dire que les prototypes virtuels intégrés de ce type sont d'une utilité fondamentale dans la conception anthropocentrée. Pourquoi? Parce qu'ils permettent d'observer une activité et ne pas rester au niveau de la tâche. On fait généralement des analyses de tâches, mais là, dès qu'on met des simulateurs, on peut regarder l'activité d'opérateurs humains. Et ça, c'est fondamentalement différent et très utile. Donc, l'idée, c'est de partir de simulateurs de ce type-là et pas à pas, avec un développement agile et une conception participative, aller vers l'amélioration de ce système jusqu'à atteindre des niveaux de tangibilité, je reviendrai sur le terme tangibilité plus tard, acceptables. Alors, si je reste sur l'évolution des technologies et de l'approche facteur humain, jusqu'aux années 80, depuis le début depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'on appelle facteur humain et ergonomie, HFI, la Human Factors and Ergonomics, a été dominé par l'ergonomie physique et physiologique. C'était les médecins du travail au départ qui s'intéressaient aux conditions de travail. Et puis petit à petit, l'informatique est arrivée, et surtout la micro-informatique à partir des années 80. Et là, l'ergonomie est devenue beaucoup plus cognitive. C'est-à-dire qu'on est passé de l'ergonomie de la position assise sur une chaise ou des conditions de température dans un atelier ou des vibrations, etc., à des questions beaucoup plus basées sur l'information. Est-ce que les informations que je donne, que l'outil va donner, vont être acceptables pour un être humain? Est-ce que le traitement de l'information va être possible? Est-ce qu'il n'y a pas trop d'informations, etc. Donc, on a commencé à lancer une nouvelle approche qui s'est appelée Human Computer Interaction, HCI, ou interaction machine en français, qui s'est développée à partir du milieu des années 80 à peu près, et qui existe toujours. Tout ça existe encore, hein. C'est-à-dire qu'il y a l'ergonomie traditionnelle, l'interaction machine, donc continue à évoluer. Mais à partir des années 2000, l'informatique ayant beaucoup évolué et permettant de faire des choses de plus en plus réalistes, des simulateurs ont été développés. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de simulateur avant, hein. Moi, je me souviens, j'avais travaillé sur le simulateur Épopée à la fin des années 80, hein, avec l'aérospatiale. Donc, il y avait des choses. Mais ce n'était pas aussi complet, si vous voulez, que ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, on peut avoir une approche vraiment holistique. On peut faire un jeu vidéo d'une voiture, d'un avion, etc., et sur lequel on peut observer l'activité d'êtres humains impliqués et analyser cette activité. Donc, voilà. Donc, la question qui est venue là, à partir de ce moment-là, c'était les questions de complexité. Alors, je pense qu'on va en parler pendant la discussion tout à l'heure. Le problème de la complexité est à part entière là. Et d'autre part, on est passé d'une approche mono-agent, c'est-à-dire l'être humain en face d'une machine, à une approche multi-agent, plusieurs personnes qui interagissent entre elles, qui interagissent avec des systèmes qui interagissent entre eux, à une approche multi-agent. Et donc là, ça demande des développements fondamentaux différents. Donc, c'est pour ça qu'il y a une évolution du HFI vers le HCI, vers le HSI. Donc voilà, alors bien sûr au centre, modélisation simulation fondamentale. Alors, si le même schéma, je peux le représenter en fonction de, je vous ai parlé de la différence entre tâche et activité, hein. La tâche, c'est ce qu'on doit faire, ce qui est prescrit, et l'activité, c'est ce qu'on fait effectivement, c'est-à-dire ce qui est réel, c'est ce qui est fait vraiment. Mais l'activité, on ne peut l'observer que lorsque le système est développé. Alors, c'est pour ça que pendant longtemps, l'analyse de l'activité qui était promue par les gens de l'ergonomie ne pouvait se faire qu'une fois que le système complet était terminé. C'était les essais en vol.
Et c'est toujours les essais en vol. Mais là, on peut faire. Est arrivé ensuite le HCI qui, lui, a permis de faire des interfaces informatiques très sophistiquées. On est passé à la conception de l'interaction. Et là, aujourd'hui, on passe à des systèmes beaucoup plus complets avec l'informatique, le digital, hein, où on peut observer l'activité dès le début de la conception. C'est ça qui est intéressant. Donc, je vais vous expliquer pourquoi dans quelques minutes. Donc, l'idée, c'est de voir bien cette évolution en fait des disciplines qui s'emboîtent les unes dans les autres, hein. Le HSI inclut le HCI et inclut également le HFI. Donc, tout ça évolue en même temps. Alors, si je dois représenter cette nouvelle discipline qui s'appelle Human Systems Integration ou intégration humain-système, eh bien, je vais avoir trois grandes familles de disciplines initiales contributrices. Bien sûr, tout d'abord, tout ce qui est facteur humain et ergonomie, qui propose des analyses de tâches, des analyses d'activité, analyse de la performance opérationnelle, qui est une discipline essentiellement tournée vers l'évaluation de systèmes, on va dire, sociotechniques et homme-machine. Donc là, ça va fournir des métriques en particulier. Alors, la deuxième partie, c'est l'ingénierie système engineering, où là, je vous ai parlé de multi-agents, je vous ai parlé de choses. Donc aujourd'hui, on parle de système, on parle de développement agile, on parle de pensée système, pensée conception, design thinking, et on parle aussi d'ingénierie système basée sur des model-based system engineering. Donc tout ça va entrer dans le Human System Integration. Et la troisième composante, c'est l'informatique, computer science, qui va bien sûr intégrer l'interaction machine, human-computer interaction. Hein, en français, le terme machine est un peu confus. C'est vraiment des ordinateurs là, dont on parle, du logiciel. Et l'intelligence artificielle, bien sûr, rentre là-dedans, et des techniques de visualisation très, très importantes, et la modélisation simulation. Voilà, donc ça, c'est pris en compte par des grands courants, le courant ACM, Association for Computing Machinery, qui est relié en France par l'AFIM, l'IEA, qui est l'International Ergonomics Association, qui est relié en France par la SELF, la Société d'ergonomie de langue française, et INCOSI, qui est International Council on System Engineering, qui est relié en France par l'AFIS, l'Association française d'ingénierie système. Donc, voilà un peu décrit le panorama de ce dont on parle. Alors, si je viens maintenant à la conception et au développement et à la manufacture de systèmes. Tout le monde, je pense, dans ce webinaire, c'est ce que c'est que le modèle en V, hein, c'est de la conception vers le développement, vers l'industrialisation, vers l'évaluation, enfin le test et la certification, et puis le delivery, la mise en vente du système. Donc, ce V, en fait, malheureusement, très souvent, il a plus la forme d'un checkmark, quelque chose de comme ça. C'est-à-dire qu'on ne passe peut-être pas assez de temps au début, et notamment de prendre en compte les facteurs humains. Je ne dis pas que ce n'est pas fait, mais force est de remarquer qu'on passe beaucoup de temps et d'argent, souvent à la fin, pour essayer de recoller les morceaux. Recoller les morceaux, ça veut dire intégrer. Et l'intégration, ça serait bien qu'elle soit faite peut-être un peu plus tôt. Alors, ça, je vais appeler cette approche-là l'ingénierie technocentrée. Alors, je vais lui associer une autre composante que je vais appeler la conception anthropocentrée. Et là, c'est presque un symétrique de la première, c'est-à-dire qu'on va passer plus de temps au début en modélisation-simulation, avec humain dans la boucle, et on va essayer de réduire cette partie-là pour intégrer donc les deux. Hein. Si on rapproche les deux comme ça, eh bien, on peut s'apercevoir qu'on va recréer un modèle en V. Alors, la remontée de la partie rouge, là, le Human Set Design, il peut aller très, très loin. Hein. Encore une fois, cette représentation est tout à fait symbolique.
Et ça, je vais l'appeler intégration humain-système, qui va de systèmes interactifs virtuels, hein, c'est les jeux vidéo, la modélisation, simulation, etc., avec humain dans la boucle, vers quelque chose de tangible, et donc de système interactif tangible. Voilà, je vous rappelle juste une chose importante, c'est qu'on a inversé l'approche. Au XXe siècle, on concevait des choses tangibles depuis le début, on associait des pièces de métal, on les soudait, on les vissait, etc. Et puis à la fin, on mettait de l'électronique et de l'informatique. Pendant les 3 dernières décennies, on a automatisé, disons, beaucoup plus qu'avant. Donc on a mis des fonctions dans la structure. Et c'est une approche du hardware vers le software. Eh bien, depuis le début du XXIe siècle, on fait exactement l'inverse. Tout projet de conception démarre sur un ordinateur, ne serait-ce que par une présentation PowerPoint, par exemple. Et ensuite, on fait un modèle qui est dessiné, qui est ensuite simulé. On fait quelque chose qui bouge. Là, on met même des gens dans un simulateur d'avion. Et puis, le premier avion qui a été vraiment conçu comme ça, c'est le Falcon 7X chez Dassault. Donc, donc, des essais en vol virtuel ont été faits au départ, quoi. Donc ça, c'est très important pour capter l'activité des opérateurs potentiels. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a inversé l'approche parce qu'au lieu d'aller du hardware vers le software, là maintenant, on va du software vers le hardware. On tangibilise des choses qui sont virtuelles. Alors, tangibiliser, on va voir ce que ça veut dire. Mais par exemple, d'un point de vue physique, on fait du 3D printing maintenant. On fait de l'impression 3D, on fait l'industrie 4.0, hein, Philippe en parlait tout à l'heure. Eh ben, on va générer du hardware à partir du software, ce qui est inverser l'approche qu'on avait avant. Donc, c'est pour ça que la tangibilité va jouer un rôle fondamental. Alors, tout ça, bien sûr, baigné dans un contexte où, bien sûr, l'économie va jouer. On veut pas, il faut regarder finance, hein, et comment ça va se faire tout ça. L'environnement qui va devenir aujourd'hui, après le Covid-19, je pense que cet élément-là va devoir être pris en compte dans ce schéma-là. Et puis la société, bien sûr, pour qui on conçoit, quelles sont les raisons de la conception, etc., pour le citoyen. Alors, si je résume, je vais faire un petit schéma 20e siècle, 21e siècle. Au 20e siècle, on concevait des machines et malheureusement, on s'apercevait toujours un peu trop tard qu'elles allaient être utilisées par des gens, par des êtres humains. Et devinez ce qu'on a fait, on a mis entre les deux une interface utilisateur. Alors, les disciplines concernées, c'était les sciences de l'ingénieur pour la première partie, là, les facteurs humains pour la partie humaine, et puis ensuite ergonomie et automatisation pour la partie interface. Automatisation incluant le HCI, l'interaction machine, bien sûr. Alors, ce concept-là, je vais dire, c'est un concept qui est un concept du XXe siècle. C'est-à-dire que faire une interface homme-machine, une fois que le système est complètement développé, c'est finalement faire un cache-misère, quoi. L'interface utilisateur, c'est un composant du système comme les autres. Donc, l'interface machine devrait être conçue en même temps que le reste, dans un bain de modélisation-simulation, y compris les êtres humains dont on va déterminer petit à petit les jobs. Alors, si je résume, l'approche du XXe siècle que je qualifie, vous voyez, dans le bas du slide là, que je qualifie de inside out, c'est-à-dire que je démarre à l'intérieur du système, le core business du système, et je vais vers l'extérieur, vers l'être humain, vers les personnes qui vont, même un système très très automatisé, à un moment donné, il va falloir appuyer sur un bouton quelque part, quoi. Donc, il y aura toujours quelqu'un qui va être concerné. Et donc là, j'appelle ça alors j'ai appelé ça salle de contrôle et management. Ça peut être un cockpit, ça peut être une salle de contrôle, ça peut être un espace de travail, etc. Alors, la différence entre cette approche inside out et l'approche que nous prenons aujourd'hui, qui est plutôt outside in, c'est-à-dire que
je me définis des objectifs et je définis où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux construire, etc. Et donc, je vais partir plutôt de l'utilisateur vers la conception du système. En anglais, on dit « we go from purpose to means ». Au lieu d'aller des moyens vers le purpose, c'est-à-dire la valeur finalement, l'objectif. Hein. Voilà. Et donc, cette approche outside-in est possible aujourd'hui grâce aux environnements virtuels dont nous disposons. Alors, parfois, c'est un peu confus parce qu'environnement virtuel, ça a été un peu galvaudé dans le sens où c'est pas forcément une salle avec des projections là ça peut être un simulateur tout simple, hein, c'est ça. Donc, mais c'est virtuel dans le sens où c'est digital et ce n'est pas complètement physique, disons. Et donc l'idée, ça va être de tangibiliser progressivement donc cet espace virtuel vers un espace plus tangible, plus réel, disons. Voilà. Donc voilà quelle est l'approche que je suis en train de vous présenter. Alors, si je trace sur un graphique les différentes phases du cycle de vie d'un produit, d'un système. Vous voyez, sur l'abscisse, là, j'ai mis concept, développement, manufacturing, test, certification, et puis opération et maintenance. Alors, bien sûr, ce n'est pas à l'échelle tout ça. Hein. Bien sûr, opération et maintenance, c'est beaucoup plus long que le reste. Mais c'est juste pour vous donner des tendances qui sont vraiment très importantes. Alors, avec une approche technocentrée, c'est-à-dire ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, on s'aperçoit que l'engagement sur les ressources, c'est-à-dire ce qu'on va prendre en compte pour concevoir et construire le système surtout, eh ben, on va se commettre, commitment en anglais, on va se commettre peut-être souvent trop tôt dans le développement du système, de sorte que la flexibilité en conception va chuter aussi dans le sens opposé. Hein. Et un autre élément qui est important, c'est la connaissance que nous avons du système. Au début, on a des idées, on a un certain nombre de choses qu'on prévoit, etc. Mais on ne connaît le système que lorsqu'il est vraiment complètement développé. Et donc, la connaissance sur le système croît au fur et à mesure qu'on avance dans le cycle de vie, bien sûr. Alors, on le connaît vraiment complètement à la fin, mais là, bien sûr, on aimerait bien que cette courbe-là, elle soit un peu différente. Alors, si nous prenons une approche anthropocentrée maintenant, avec modélisation et simulation humaine à la boucle, eh bien, je m'intéresse à la courbe numéro 3, hein, la courbe verte, qui est en pointillé là. Eh bien, on peut s'apercevoir qu'avec de la modélisation simulation humaine à la boucle, on peut faire une translation de cette courbe vers la gauche et avoir un peu plus de connaissances grâce à ça. Et donc, grâce au fait qu'on va regarder l'activité non seulement des acteurs humains, des agents humains, mais aussi des agents machines et l'interaction entre les deux. Donc, cette courbe va être translatée vers la gauche, ce qui est une bonne chose finalement, parce qu'on va pouvoir, voilà. Mais en même temps, la courbe de flexibilité sur la conception, en tout cas, sa concavité va changer de sens, parce que pendant un certain temps, on va pouvoir avoir des choix possibles. Donc, on peut maintenir un certain nombre de choix pendant un certain temps. Et même, on peut même faire plusieurs maquettes, plusieurs prototypes virtuels qu'on peut mener en parallèle pendant un certain temps, par exemple. Donc, cette courbe va avoir une concavité inversée. Quant à la courbe sur les resource commitments, les engagements sur les ressources, elle aussi va inverser sa concavité parce qu'en fait, pendant que je fais de la modélisation simulation, eh bien, je peux garder en attente un certain nombre de choix d'achat de matériel, d'achat de composants, etc. Et donc, avoir une approche qu'on appelle en anglais le least commitment approach. Alors, bien sûr, on m'a fait souvent la remarque en me disant la courbe
la courbe en fait des ressources, de l'engagement sur les ressources, en fait, elle va pas avoir la même ordonnée à l'origine au départ, parce qu'il va falloir investir dans la modélisation simulation. Mais qu'à cela ne tienne, de toute façon, il peut y avoir une ordonnée à l'origine plus haute, mais en tout cas, la concavité, elle va être dans l'autre sens, quoi. Donc, si je résume, vous voyez, le but de l'intégration humain-système va aller dans le sens de ces 3 paramètres. Alors, pour résumer, ce que nous voulons, c'est plus de connaissances sur le système pendant le cycle de vie, bien sûr, du système, mais surtout au début, pour pouvoir faire des choix corrects, plus de flexibilité et pouvoir gérer les ressources de façon plus optimale que dans le passé. Ce que nous devrons avoir, c'est plus de modélisation-simulation. Beaucoup d'entreprises vont dans ce sens. Hein. J'ai l'impression d'être un évangéliste là, mais je sais que ça évolue dans ce sens. Mais en tout cas, quand je racontais ça il y a encore une dizaine d'années, c'était pas encore là. Mais aujourd'hui, on est en train d'y arriver. Alors, quelque chose dont je n'ai pas parlé, c'est l'analyse de la complexité. On pourra en parler pendant le débat. Là aussi, on a beaucoup au XXe siècle essayé de simplifier. Le métier d'ingénieur, c'est de simplifier et de revenir à des systèmes linéarisés, disons, pour pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes avec de l'algèbre linéaire. Ben, force est de remarquer qu'aujourd'hui, il va falloir s'intéresser à l'algèbre non linéaire aussi. Et donc, en particulier à la théorie des systèmes complexes. Et par la même occasion, un système complexe très important, c'est l'organisation dans laquelle on va faire cette conception anthropocentrée. Donc là, l'organisation elle-même, à la fois du côté conception-développement, mais aussi l'organisation à l'arrivée lorsque le système va être fourni. Alors, l'intégration humain-système, je cite 3 aspects sur lesquels on se centre actuellement, mais ce n'est pas les seuls. Hein. C'est la sécurité, l'efficacité et le confort pour les gens. Voilà, donc on pourra y revenir. Alors, j'ai parlé de tangibilité depuis le début et je n'ai pas défini encore ce dont il s'agit. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un système tangible? Ben, un système tangible, c'est un système qu'on peut attraper. Par exemple, là, je tiens mon téléphone portable parce que je regarde l'heure, là, j'essaie de tenir les temps. Je l'attrape, je le saisis, c'est tangible physiquement. Mais si j'essaie de vous convaincre, ce que j'essaie de faire depuis un moment, et vous me dites, ah oui, mais ce que tu racontes, c'est pas tangible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas saisir les concepts, je ne peux pas saisir les abstractions que je suis en train de donner là. Alors donc, il ne s'agit pas de saisir un objet physique, mais il s'agit de saisir un objet abstrait. Et d'ailleurs, on dit, ben, je ne saisis pas, je ne comprends pas, c'est ça. Donc, l'idée sur la tangibilité, c'est d'articuler ces 2 concepts, en fait, de tangibilité physique et tangibilité figurative ou cognitive. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est finalement, quand on y réfléchit, c'est pas très nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est que ça devient incontournable. Dans le passé, tout était tangible physiquement et on faisait vraiment des systèmes mécaniques. Le génie mécanique était la discipline reine dans les disciplines de l'ingénieur. Aujourd'hui, force est de remarquer quand même que l'informatique a pris le dessus, quoi, y compris en génie mécanique. Voilà. Donc, alors, quelles sont les métriques de tangibilité? Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails là. J'ai écrit un bouquin en 2016 qui s'appelle Tangible Interactive Systems, je vous y réfère. Il y a 4 grands types de métriques: la complexité, la maturité, la stabilité, la flexibilité et la durabilité. Donc, on définit un certain nombre de sous-métriques par rapport à ça pour mesurer où est-ce qu'on en est par rapport à la tangibilité. Bon, ça, c'est une citation de David Fitts, un architecte du spatial, qui dit les capacités, les habiletés et les besoins humains doivent être considérés le plus tôt possible dans le processus de conception et doivent être continuellement considérés pendant tout le cycle de vie d'un produit. Bon, c'est bien sur ça qu'on discute. Alors, pour bien fixer les idées, et puisqu'il s'agit d'ingénierie des systèmes complexes, et qu'il s'agit de placer l'homme ou l'être humain au centre de ces systèmes, il faut savoir ce qu'on entend par système. Alors, un système, en fait, ça peut être un humain ou une machine. Alors, vous allez me dire,
prendre un humain pour un système, c'est quand même osé. Ben oui, mais non. C'est un médecin, il parle du système cardiovasculaire, il parle du système cérébral, il parle du système cognitif, etc. Donc, on peut dire qu'un humain peut être représenté par un système humain, si vous voulez. C'est une représentation, finalement. Et puis, pareil pour la machine. Là, c'est beaucoup plus clair, puisque souvent, on confond système et machine. Mais le système, en fait, quand on s'intéresse à la théorie des systèmes, qui est là depuis quand même assez longtemps, on s'aperçoit qu'un système, c'est caractérisé par une structure et une fonction. Et ces fonctions, la fonction peut être cognitive, abstraite, si vous voulez, conceptuelle, ou bien physique. La même chose pour la structure. Donc, je vais partir sur ces définitions-là en disant, voilà, un système, ça inclut des humains et des machines. Alors, pendant longtemps, on a dit un système, c'est quelque chose de quasi isolé, là, c'est qui admet des entrées et qui produit des sorties. Aujourd'hui, on ne peut pas raisonner comme ça, parce que tout est trop interconnecté, ou tout à fait interconnecté. Il faut raisonner avec le vocable système de système. C'est-à-dire qu'un système a des systèmes à l'intérieur, système de système, et un système fait partie d'un ensemble de systèmes plus externes, quoi. Donc, on va aller dans ce sens. Et alors, bien sûr, comme j'ai dit, un système, c'est structure, fonction, et bien, je vais avoir des structures de structure et des fonctions de fonction qui ne sont pas forcément superposables de façon biunivoque. Il va falloir regarder comment je superpose les fonctions sur les systèmes, comment j'alloue ou j'attribue des fonctions à des structures, hein, des agents. Et alors, quand je mets tout ça en activité, hein, que je le fais marcher en simulation et puis ensuite en réel, eh ben, je vais voir apparaître des fonctions jaunes, là, que j'appelle des fonctions émergentes, qu'il va falloir que je détermine, parce que ces fonctions-là, elles ne sont pas déterminées au début. C'est très difficile d'imaginer les fonctions émergentes. Il faut faire tourner le système pour les détecter. C'est là où l'être humain entre en ligne de compte de façon majeure. Et c'est pour ça aussi que des approches classiques de modélisation ne fonctionnent pas, parce qu'on ne prend pas en compte suffisamment les fonctions émergentes. Et également, bien sûr, plus on fait tourner, plus on s'aperçoit que on a conçu un système, il fallait mettre en plus quelque chose d'autre ou bien reconcevoir une partie du système, donc on a des structures émergentes également. Alors, si je prends un exemple, vous voyez sur cette photo-là, enfin sur ce petit dessin-là, j'ai un contrôleur aérien. Hein, ça vient d'un projet que j'avais dirigé dans les années 2006-2008 avec un certain nombre de partenaires, dont Airbus, il y avait Dassault, il y avait l'INRIA, enfin, etc. Et donc, je coordonnais ce projet-là de la DPAC. Qui s'appelait POSA, sur le partage d'autorité dans le système aérien. Et donc, on regardait en fait l'évolution du système aérien. C'était pour préfigurer certaines parties de César, du programme César européen. Donc, ici, vous voyez, ce contrôleur aérien, par exemple, on va lui mettre une fonction cognitive ici, vous voyez, celle-là, qui va être une fonction de séparation, une fonction de détection de conflit, d'anticollision, par exemple. Alors, cette fonction, en fait, on l'a mis dès le début des années 90 dans le cockpit d'un avion, hein, sur l'avion, sous forme d'un système avec une fonction cognitive machine qui s'appelle le TICAS. C'est un transpondeur qui détecte les objets volants autour de l'avion en question. Alors la question, ce n'était pas tellement de développer ce système TICAS qui a été très bien fait, c'était de savoir quelles étaient les fonctions émergentes sur les autres agents, les autres systèmes, et en particulier la coordination sol-bord. Je fais référence par exemple à un accident fameux, malheureusement, qui était l'accident du Berlingen en 2002, où justement il y a eu des incompréhensions là, et donc il y avait des fonctions émergentes qui avaient. On ne va pas rentrer dans les détails, mais si vous voulez, dans les questions, on pourra y revenir si ça vous intéresse. Mais en tout cas, là, c'est un exemple flagrant où justement des analyses de fonctions cognitives ont été vraiment très utiles avant d'installer tout ça. Voilà. Alors, si je viens de manière plus générale au problème en question et à la complexité des systèmes, le problème sur un système comme ça, c'est de savoir qu'est-ce qui est séparable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce que je peux étudier en particulier, parce que le système il est plus compliqué, il y a des liaisons partout là. Mais est-ce que je peux séparer des parties? Vous voyez?
Alors, ce problème de la séparabilité, en fait, il a été très étudié par les biologistes et les physiologistes, les médecins. Depuis très longtemps, on sait qu'on peut séparer une main, par exemple, et la remettre, et ça va fonctionner. Le cerveau, par exemple, c'est pas séparable. Si vous l'enlevez, on va mourir, quoi. C'est pas possible. Donc, il y a des liens qui sont pas sécables, qui sont pas. Il y a des ensembles de sous-systèmes d'un système de systèmes qui sont pas séparables et d'autres qui sont séparables. Donc, c'est très important d'avoir des critères pour savoir qu'est-ce qui est séparable et qu'est-ce qui ne l'est pas. D'autre part, la complexité, elle est plus dans les liens que dans les agents eux-mêmes, dans les systèmes eux-mêmes, même si les systèmes sont complexes. Donc voilà. Et puis ensuite, donc, il y a ces fameuses fonctions émergentes, les fonctions jaunes, là, qui vont être fondamentales pour détecter l'évolution de la maturité du système. Maturité, ça va avec tangibilité, bien sûr. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que plus vous détectez de fonctions émergentes et plus vous allez vers de l'autonomie, en fait. L'autonomie est reliée à ça, si vous voulez. C'est très intéressant. Et plus vous avez des systèmes autonomes qui sont interconnectés, et plus vous devez avoir des règles de coordination pour que ce ne soit pas la panique, quoi, ce ne soit pas l'anarchie, quoi. Donc, la détection des fonctions émergentes et des règles de coordination entre les différentes fonctions, les fonctions initiales plus les fonctions émergentes, va influer énormément sur la maturité du système. Voilà. Je ne rentre pas dans la question de maturité, mais il y a beaucoup à dire là-dessus parce que la façon dont les TRL aujourd'hui sont utilisés, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Je sais que c'est la NASA qui avait généré les TRL de 1.9, là, mais ayant été un employé de la NASA pendant des années, je peux vous en parler et je peux vous dire quelle est l'évolution actuelle. Donc l'idée, c'est qu'un système, en fait, c'est un organisme vivant. Tant qu'on ne le considérera pas comme ça, tant qu'on ne le projettera pas comme on fait souvent sous forme morte sur un papier, là, sur un écran, eh ben, on ne pourra pas évoluer correctement. Donc, bon, par exemple, voilà, je vous ai donné, on travaille avec une société pétrolière là, qui est implantée dans le sud-ouest de la France, là, sur des gestions de robots à distance, des flottes de robots, etc. Et donc, il y a des salles de contrôle qui vont être coordonnées, etc. Et donc, comment on fait pour coordonner tout ça? Il y a des milliers d'informations qui sont générées. Comment on fait pour coordonner tout cet ensemble? C'est pareil pour le trafic aérien, c'est pareil pour un tas de trucs. Voilà. Alors, on part d'une salle d'opération qui est virtuelle et puis progressivement, on tangibilise l'affaire. Alors, j'en viens à cette question d'autonomie, parce que j'ai signalé l'autonomie, mais je voudrais vraiment en parler de cette façon-là. Si vous voulez, il y a un modèle que nous utilisons beaucoup dans l'interaction machine, l'ergonomie et l'intégration humain-système, qui est le modèle de Rasmussen. Rasmussen, c'est un chercheur, ingénieur danois qui a proposé ce modèle d'être humain, d'opérateur. Il travaille sur les centrales nucléaires. Et il a proposé ce schéma en 1983 en disant, voilà, il y a le niveau des habiletés pour les opérateurs, c'est très automatisé. Le niveau des règles, qui est un niveau conscient. Le premier niveau, c'est subconscient, le niveau conscient. Et puis ensuite, un niveau ultime, qui est le niveau de la connaissance. Quand on est devant des événements qui ne sont pas forcément prévus, qui ne sont pas forcément connus complètement, etc., où il faut se faire une idée de ce qui se passe. Donc ça, on l'a transféré du côté de la machine, si vous voulez, ces fonctions cognitives, là, skills, rules and knowledge. On les a transférés au fur et à mesure. Le premier avion, les premiers avions qui avaient des pilotes automatiques en commercial, hein, c'était, je crois que c'est Boeing en 1932. Et donc, en utilisant les théories du contrôle qui se sont mises, d'ailleurs, beaucoup développées après, hein, après les années 30, mais qui étaient déjà pressenties. Et parfois, l'industrie a de l'avance par rapport à la recherche. C'est assez intéressant. Et donc, les théories du contrôle, le génie électrique, le génie mécanique, tout ça, ça a contribué à faire tout ce qui est, on va mettre sous forme générique, pilote automatique, si vous voulez. À partir des années 80, on est passé à un nouvel étage, une nouvelle boucle qui est symbolisée par exemple à l'aéronautique, c'est le FMS, le Flight Management System au-dessus. Et donc là, c'est la recherche opérationnelle qui est intervenue, l'optimisation, les systèmes experts à l'époque. Et donc, pour générer ces systèmes à base de règles, finalement. Hein, voilà. Donc, tout ça
a été mise en œuvre. Et puis, restait le niveau très hautement cognitif qui est réservé finalement à l'être humain. Alors, le génie cognitif ou l'ingénierie cognitive, en fait, s'est développé à partir de ce moment-là pour essayer de prendre en compte comment identifier les situations, comment prendre des décisions, comment planifier, etc. Et alors, s'il y a un challenge qui est en train d'être pris, eh bien, c'est justement ce challenge de l'autonomie qui est à ce niveau-là. C'est-à-dire que là, est-ce que l'intelligence artificielle va pouvoir prendre en compte ça? Pour l'instant, je ne sais pas. Probablement que ça va pouvoir aider, mais pour l'instant, il n'y a que l'être humain qui est vraiment à ce niveau-là pour l'instant. Donc, l'idée, c'est comment fournir des outils qui peuvent aider à l'autonomie, je dirais, humaine finalement. L'autonomie de certaines machines peut aider à rendre le système avion, par exemple, plus autonome, par exemple, ou l'automobile, etc. Mais vous voyez que plus on va autonomiser le système, plus on va avoir besoin de règles de coordination là, et donc on ne peut pas faire l'impasse sur l'organisation. On ne peut pas développer les systèmes de façon isolée. Donc, si je résume, en fait, sur un petit schéma, pendant longtemps, on a utilisé des procédures. Les astronautes, ils sont sélectionnés comme des as d'utilisation de procédures. Et on automatise les gens en leur donnant des procédures. Et puis, on a développé ensuite des automates. Donc, on a mis des procédures dans des machines, dans des formes d'algorithmes informatiques. Alors, tout ça, c'est le domaine du connu, si vous voulez. C'est l'automatisation connue. Mais qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a quelque chose qui est imprévu? Eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on résout un problème. C'est-à-dire que là l'être humain est là. Et si on n'y prend pas garde, c'est-à-dire qu'on ne le prend pas en compte suffisamment à l'avance, eh bien, les gens doivent se débrouiller. Regardez le Covid, par exemple, Covid-19, hein, eh bien, il faut être autonome. On ne sait pas fabriquer des masques, par exemple. Il faut coordonner cet ensemble. C'est pas simple parce que ça part dans tous les sens. Donc, il faut anticiper cette résolution de problème en même temps qu'on va automatiser et qu'on va développer des procédures. Et ça, on va l'appeler attribution de fonctions ou allocation de fonctions humain-machine. La chaire que je coordonne actuellement, FlexTech, s'intéresse à ce problème de flexibilité dans la résolution de problèmes. Voilà, c'est vraiment à ce niveau-là. Mais ça ne supprime pas toute la partie procédurale et la partie automatisation, bien sûr. Tout ça est très. On a fait d'énormes progrès en automatisant les avions. Le nombre de morts en aviation civile a diminué de façon considérable. Je crois qu'en 2017, c'était 0. Hein, c'est en 30 ans, quoi. C'est grâce à ça. Hein. Mais là, aujourd'hui, on bute sur les petits bouts de la courbe de Gauss là qu'on a éliminé parce que les p-values étaient très petites, quoi. Et donc, voilà. Alors, donc, l'idée, c'est d'aller d'une automatisation rigide, parce que l'automatisation est rigide, c'est une procédure, on la suit, on est sur un rail, vers une autonomie flexible. Et quels sont les outils à mettre en œuvre pour faire ça? Alors, je vais aller très vite. L'ingénierie traditionnelle, qui est technocentrée, fait place à une ingénierie digitale aujourd'hui qui devrait être anthropocentrée, donc vers l'intégration humain-système, qui devrait aller progressivement vers des problèmes d'autonomie. Mais attention, l'autonomie, ce n'est pas que l'autonomie des machines, c'est l'autonomie surtout des gens. Donc, en mettant en œuvre donc, des mécanismes de modélisation, simulation humaine à la boucle, là, effectivement, l'intelligence artificielle et la science des données peut aider, effectivement, et aller vers une flexibilité à la fois structurelle et fonctionnelle le plus possible, avec beaucoup plus orienté vers l'analyse de fonctions physiques et cognitives. Et là, au lieu d'aller d'adapter les gens au système, parce que même si en ergonomie on dit on adapte le système aux gens en faisant des interfaces, en fait, en réalité, c'est les êtres humains qui s'adaptent. Hein. Et donc là, l'idée, c'est de faire une co-adaptation système-humain. Sachant qu'un système, ça peut inclure des êtres humains. C'est récursif comme définition. Donc, pour terminer, je voudrais dire qu'on va vers une conception vers la durabilité, dans le sens où on prend en compte toute la partie haute du schéma, c'est tout ce que je viens de vous raconter là,
avec le Virtual Human Centered Design, la conception anthropocentrée virtuelle et la tangibilisation. Mais l'intégration humain-système ne peut pas faire l'impasse des questions environnementales que je n'ai pas le temps de vous expliquer ici, et bien sûr les contraintes économiques qui, ça va de soi, sont présentes. Alors, nous ne restons pas inactifs. Nous avons organisé, dans le cadre de INCOSI, International Council on System Engineering, la conférence internationale HSI 2019 à Biarritz au mois de septembre l'an dernier. Il y a eu un autre workshop à Torrance en Californie au mois de janvier, là, 2021. Et, pardon, excusez-moi. En 2021, nous allons avoir une autre conférence. La conférence, en fait, HSI va avoir lieu tous les 2 ans. Et la prochaine conférence aura lieu effectivement en 2021 en Californie. Et nous coopérons de façon très étroite avec l'IEA, International Ergonomics Association, et ACM, Association for Computing Machinery. Vous voyez, on met ensemble les 3 types d'organisations. Nous sommes en train d'écrire le chapitre Human System Integration du futur handbook de INCOSI sur le système engineering. Vous savez, INCOSI a une formation avec des certifications d'ingénierie système. Et le handbook de système engineering est vraiment fondamental. Et donc, on est en train de construire le nouveau qui sera édité en 2022. Et donc, nous travaillons activement sur la génération du chapitre pour HSI. Excusez-moi, c'est HSI, il y a une erreur là. Et ensuite, nous organisons des workshops donc, pour faire ce chapitre, justement, mais pas que. Nous avons fait un workshop à Torrance en janvier, là, cette année. Un autre devait avoir lieu en Allemagne, à Francfort, mais nous l'avons fait via téléconférence. Il a eu lieu, hein, il y a une vingtaine de personnes. Nous devions en avoir un en Inde, à New Delhi, au mois de juillet, mais malheureusement, je pense qu'il n'aura pas lieu en physique. Donc, on attend la confirmation, soit ce sera lieu en virtuel au mois de juillet, soit on le déplace au mois de novembre. Et il y aura en principe, si tout va bien, un workshop donc HSI à Haïfa en Israël, au Ternion de Haïfa, au mois d'octobre. Voilà. Alors, je remets ce slide que j'ai déjà présenté avec l'intersection des 3 disciplines de base, les 3 sources communautaires, là, les communautés correspondantes. Et je vous remercie pour votre attention. On va passer aux questions. Écoute Guy, merci beaucoup pour ce panorama très complet. Tu nous tiens en haleine, donc pour un néophyte comme moi, écoute, c'est super. Avant peut-être de passer aux questions, si on pouvait partager quelques retours d'expérience de Stéphane, Daniel, Julien et René. Et après, j'ai déjà quelques premières questions sous le coude que je vous ferai remonter. Donc, celui qui veut prendre la parole, Stéphane, Daniel, Julien ou René, c'est à vous. Je peux prendre la parole si mes collègues m'autorisent. C'est Jaime qui parle. D'abord, je vais me présenter. Je suis Jaime Diaz. Je travaille pour Thales. Je suis un spécialiste en sciences cognitives et dans cette relation entre l'humain et l'intelligence artificielle principalement. Je travaille dans une équipe qui s'intéresse à la conception d'outils pour assurer cette relation. Une relation qui aujourd'hui reste encore à établir, à définir, sur lesquelles on travaille avec l'écosystème pour apprendre comment il faut construire la relation entre l'humain et la machine. Quand j'entends la présentation de Guy, tu me fais imaginer un système de systèmes, effectivement, un humain, une machine qui est encore en train de se complexifier, et des systèmes qui vont dialoguer de façon croisée. Donc, on commence à s'inquiéter plus pour la complexité de tous ces systèmes de systèmes. Donc, on voit que dans les domaines militaires, on commence à ajouter des intelligences artificielles à les cockpits.
C'est sans limite. Hein. On commence à imaginer de nouvelles fonctions, de nouvelles capacités, on les met dans les cockpits, on met ça dans les mains des opérationnels et on commence à faire des simulations déjà, hein, que ça devient tangible, de comment les IA commencent à interagir avec les pilotes. Dans le domaine civil, on a une stratégie très focalisée sur la réduction d'équipage. On a 2 pilotes et on a la demande de les réduire à une seule pilote. Donc, la complexité pour cette pilote qui va rester dans la cabine va être augmentée. Donc, comment on va l'aider à lui à faire toute cette tâche qui avant, c'était pas à lui. Donc, bien sûr, la réponse est qu'on va lui donner des intelligences artificielles à côté qui vont l'aider. Donc, la problématique là, avec toute cette complexité, comme on vient de dire, ça dépasse l'interaction en machine. Donc, les Américains, Guy l'a évoqué, l'appellent Human Computer Interaction. Mais en revanche, chez nous, au Thales, on a compris que ça dépasse cette interaction entre l'humain et la machine. Et on a développé une équipe de travail qui s'appelle RHS, Relation Humain-Système, qui essaie de comprendre quelle est la relation à découvrir entre cet humain et cette machine. Une machine qui maintenant devient, on va le dire comme ça, une partenaire dans une activité. Et les Américains appellent ça HAT, Human Autonomy Teaming. Bon, chacun l'a donné son nom. Nous, on l'appelait RHS. Et il y a un chercheur à l'Université Valenciennes, Michel Hock, qui appelle ça HMC, Human Machine Collaboration. Donc, à la limite, peu importe les noms qu'on les donne, c'est que on doit étudier, et on est en train d'étudier en ce moment, c'est que pour découvrir et pour étudier cette nouvelle relation entre l'humain et la machine, il faut mettre en place des moyens qu'on n'a pas aujourd'hui. Et je parle de cette nouvelle relation comme des paramètres de confiance. Est-ce que je peux faire confiance sur la machine? Est-ce que j'ai pu déléguer sur la machine des fonctions qui avant étaient des fonctions purement humaines et maintenant j'ai des capacités d'intelligence artificielle que j'ai pu donner des fonctions humaines à la machine ou des choses qui avant c'était toujours pour les pilotes et maintenant on demande aux pilotes de les déléguer à la machine. Est-ce que les pilotes sont prêts à accepter ça? C'est des questions qu'on se pose aujourd'hui et on met en place les moyens et les outils pour que cette nouvelle relation soit envisageable. Merci René. Stéphane, Daniel ou Julien, vos retours d'expérience également, tant dans le cadre de Dassault Aviation, dans le cadre de vos anciennes activités de pilote de chasse, voilà, que pouvez-vous nous faire partager? C'est Stéphane de Dassault. Alors d'abord, j'ai été intitulé spécialiste facteur humain. Le facteur humain fait partie du service que je mène et qui a le rôle de concevoir l'interaction humain-machine ou la relation de système dans nos cockpits, dans nos avions. Et je rebondis sur la planche de Guy, planche de croisement de l'ensemble des bulles et qui correspond bien à notre problématique, le Human System Integration. Le facteur humain est une des problématiques dans le cockpit, mais il n'y a pas que, il y a toutes les technologies qui sont dans ce cockpit. Voilà, c'est exactement cette planche-là. Le Human System Integration, c'est vraiment une des grosses problématiques sur l'ensemble du cycle de vie d'un avion. Il y a bien entendu la conception du cockpit, mais il y a tout ce qui va aller derrière, parce que Guy l'a bien dit, il y a des procédures, il faut les définir, il faut définir les manuels pilotes, il faut définir le training des pilotes, et c'est là où on voit que notre problématique est complexe, elle est multidisciplinaire. Il y a un grand nombre d'intervenants, il faut comprendre l'ensemble des systèmes, et il faut que tout soit harmonisé. Et ça c'est là le fait que l'avion est un système complexe qui, pour nous, conduit à un grand enjeu, c'est de pouvoir réussir à mixer toutes ces disciplines et harmoniser l'ensemble des acteurs. Alors, ça a été dit précédemment, nous, dans l'avion, au jour d'aujourd'hui, on est déjà engagé dans des démarches fortes pour assurer la sécurité vis-à-vis
du cockpit. Et d'ailleurs, les avions aujourd'hui sont certifiés du point de vue du facteur humain. La problématique qu'on a dans notre métier, c'est que l'humain, par nature, il ne se modélise pas facilement au jour d'aujourd'hui. Et donc, on doit trouver des méthodes et des outils qui permettent aux autorités, mais même aux constructeurs, évidemment en premier lieu, d'assurer toute la sécurité du point de vue du cockpit. Donc, nos gros enjeux aujourd'hui, c'est la montée des automatismes, même si déjà aujourd'hui, les systèmes sont de plus en plus digitalisés, donc il y a un flot d'informations très important. Et, même si quand on prend la photo d'un cockpit, on a l'impression qu'il est très épuré aujourd'hui. Il est très épuré physiquement par rapport au cockpit des années, des cockpits à biglou, si on peut dire, des années 50. On se dit les cockpits sont ultra simplifiés. En réalité, il y a quand même beaucoup d'informations qui peut s'afficher au pilote. Finalement, c'est un peu comme un tableau Windows. Et tout notre travail, c'est de synthétiser. Donc, effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'intelligence qu'on met entre guillemets dans les cockpits pour synthétiser l'information. Donc, il y a un énorme travail technologique qui est fait là-dedans. Mais on l'a vu malheureusement au travers de l'accident du Boeing 737, les automatismes peuvent parfois conduire à des problèmes. Et typiquement, sur ce Boeing 737, il est certes, le problème est certes à l'origine un problème technique, mais il y a une problématique sur la prise en compte du rôle de l'humain qui a posé problème ici. Et donc, du coup, vis-à-vis de ces automatismes, il faut qu'on analyse véritablement le rôle de l'humain. Donc pour ça, on utilise massivement des simulateurs. Donc il y a énormément en phase amont du cycle en V des simulations pour se mettre dans tous les cas de figure. Mais on l'a vu, c'est problématique, c'est que tous les cas de figure sont difficiles à obtenir. Donc un des points d'intérêt chez nous en particulier, c'est le traitement de l'imprévu par rapport à ça. C'est très difficile. L'aéronautique n'aime pas du tout l'imprévu. Donc c'est très difficile de gérer des situations imprévues. Donc pour ça, il faut s'appuyer sur beaucoup de simulateurs, mais il faut aussi trouver des techniques, des outils de relations machine qui permettront dans le futur de gérer de plus en plus de cas, vu le foisonnement des datas qui n'auraient pas forcément été prévus au départ. Donc pour nous, voilà, un gros enjeu de multidisciplinarité dans les équipes. Vous avez des spécialistes de technologie des cockpits, que ce soit au niveau des équipements vraiment d'interaction humain-machine, dans leurs spécifications, dans ce qu'il y a derrière les écrans, au niveau des algorithmes de présentation des informations, de traitement de l'information, dans le facteur humain proprement dit. Il faut tenir compte finalement de la physiologie de l'humain, savoir que par exemple c'est pas la peine d'aller mettre une alarme rouge en vision périphérique parce que de toute façon l'humain ne voit pas la couleur en vision périphérique. Donc c'est des éléments. Vous avez aussi la surdité attentionnelle, le fait qu'à un moment donné un pilote à l'atterrissage est tendu est très concentré sur son atterrissage et peut oublier inconsciemment, on peut ne pas entendre certains sons. Donc il y a tous ces aspects-là. Les ingénieurs techniques ne sont pas forcément au fait de ces aspects-là. Donc il faut mixer toutes ces compétences. C'est un gros enjeu derrière pour nous, ce Human System Integration, de mixer l'ingénierie système, les ingénieurs techniques, finalement on parle de computer science, l'ergonomie, le facteur humain, et vient maintenant se rajouter effectivement des outils d'intelligence artificielle pour nous aider à mieux appréhender les systèmes, et ça donne des enjeux dans la conception des cockpits futurs. Stéphane, merci beaucoup pour cette intervention. Daniel et Julien, de votre côté, quelle est votre perception? Oui, donc c'est Daniel de la société Thales. Donc je vais mettre dans un premier temps une casquette ancienne opérationnelle qui réfléchit au concept opérationnel du futur en tant que membre de l'équipe SCAF pour Thales. Je vais parler donc un peu de SCAF, donc qui est le futur système de combat. Et puis ensuite, j'expliquerai les problématiques que cela soulève et je mettrai ma casquette FH. Donc je vais essayer de faire ça rapidement.
Je voulais donc, à travers cette prise de parole, expliquer en quoi la démarche FlexTech est complètement pertinente pour les enjeux qui se profilent dans le cadre de ces travaux. Donc le système de combat, je crois que tout le monde a entendu parler de SCAF. Il y a un an, il fallait passer un peu plus de temps à expliquer tout ça. Je crois qu'aujourd'hui, les gens qui suivent l'aéronautique, notamment en aéronautique militaire, ont compris ce que c'était. C'était une nouvelle plateforme de combat, le successeur du Rafale, mais cette plateforme-là va évoluer dans un système de systèmes, c'est-à-dire avec d'autres partenaires, y compris des partenaires actuels qu'il va falloir mettre à niveau. Et puis tout ça dans un espace de cloud dans lequel vont être échangées des données. Alors, il ne faut pas se leurrer, on est les Français ou les Européens, donc c'est un programme européen, j'ai oublié de le dire. Les Européens ne sont pas les seuls à faire ça, et nos potentiels adversaires ont aussi la même avancée technologique que les nôtres, ce qui fait que les systèmes de combat vont s'opposer. Alors, comment faire pour que notre système de combat futur soit meilleur que celui des autres? Bien, c'est peut-être pas sur la partie technique qu'il va se distinguer. Donc, une approche du type Network Strategic Warfare n'est peut-être pas suffisante. C'est celle que l'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que l'on a un système qui est connecté, avec très bien réglé, centralisé, mais malheureusement très prévisible par l'adversaire. Et donc, cette approche organisationnelle basée sur une approche structurelle, elle devrait donner place à une approche plutôt fonctionnelle, et donc donner naissance à ce que l'on appelle la decision-centric warfare, c'est-à-dire que c'est la fonction de décision qui va faire la distinction avec l'adversaire. Il faut que notre système permette d'agir plus vite et surtout être imprédictible ou indétectable par l'adversaire. Donc cette notion qu'évoquait Stéphane sur l'imprévisibilité, ce qui est pas prévu, en fait, effectivement, ça peut être un problème de conception, mais c'est un avantage en termes d'utilisation opérationnelle. Donc, si on a compris que c'est plutôt l'usage que l'on va faire de notre système qui est important, un des game changers de demain, c'est d'accepter que ce qui était bien réglé et bien commandé par un centre de commandement soit distribué et parfois délégué aux plateformes de combat. C'est la raison pour laquelle la future plateforme de combat que développe Dassault doit, à mon sens, ou à notre sens, Thales, doit être capable d'assumer ce rôle de commandement ou de conduite de l'opération au niveau local, au niveau terrain, lorsque les communications peuvent être brouillées par l'adversaire, les communications avec le centre de commandement, et donc que ce système-là, ce nouveau système de combat, soit capable d'opérer malgré les attaques de l'adversaire. Ça veut dire qu'on a un système, et là ça rejoint tout ce qu'a expliqué Guy, un système qui est complètement désagrégé, où toutes les plateformes ou toutes les ressources disponibles devront être rapidement agrégées selon le besoin instancié, et donc localement et à un instant donné, pour justement surprendre l'adversaire. C'est-à-dire que si on a quelque chose de très rigide, l'adversaire ne sera pas gêné. Si c'est quelque chose qui est très malléable, très flexible, à ce moment-là, l'adversaire sera confus parce qu'il ne saura pas quelles sont ce qu'on appelle nos courses of action, c'est-à-dire qu'on multiplie les possibilités et donc l'indécision vers l'adversaire. Donc il y a tout un tas d'attributs que je ne vais pas développer ici sur le système, un système de systèmes désagrégés, et on pense que c'est l'avenir. En tout cas, pour que ce système fonctionne, il faut développer l'autonomie avec des systèmes donc non habités éventuellement. On parle de remote carrier pour ceux qui suivent, mais également de l'autonomie dans les systèmes, dans la gestion des systèmes, et puis de l'aide à l'humain. Donc lorsque l'humain est dans la boucle, ou en tout cas est acteur, eh bien il faut l'assister. Donc je vais vous donner un exemple, si j'ai encore un peu de temps, pour expliquer en quoi ce système désagrégé a un avantage, peut avoir un avantage vis-à-vis de l'adversaire. Si on prend un exemple concret de guerre actuelle, on a beaucoup aujourd'hui d'opérations à mener dans lesquelles on effectue des missions de closer support. C'est-à-dire que on combine les actions des avions avec les actions des troupes au sol. Si on regarde dans le cas d'une guérilla urbaine, des insurgés qui doivent être neutralisés, si on utilise uniquement les actions des troupes au sol, qu'est-ce qui se passe? C'est que les insurgés vont aller se regrouper dans un bâtiment pour éviter, pour concentrer leurs efforts.
Si on utilise une action isolée d'un avion, qu'est-ce que vont faire les insurgés? Ils vont plutôt sortir du bâtiment pour se disséminer dans l'espace et rendre la tâche de l'avion plus difficile. Donc on voit que si on prend isolément ces actions ou ces kill chains isolés, on arrive difficilement à cerner l'adversaire. En revanche, si on combine les deux, c'est-à-dire que j'ai des troupes au sol qui obligeraient les adversaires à se concentrer dans un même bâtiment et un avion qui a tendance à faire sortir les insurgés du bâtiment, on crée l'indécision, on crée la confusion chez l'adversaire, et c'est comme ça qu'on arrive à mieux le neutraliser. Donc ça, c'est une illustration de l'intérêt d'un système pour le combat. Et donc pour nous, avioniciens, ou pour moi, spécialiste de facteurs humains, c'est quoi les enjeux que ça provoque ou que ça présente? Eh bien, là, je vais parler un petit peu de situational awareness, et notamment, c'est comment est-ce que je vais pouvoir partager les informations entre les troupes au sol et les avions pour que cette mission soit efficace. Donc, je vais pas, en tout cas, ce que je vais dire, c'est que aujourd'hui, les travaux que nous menons chez Thales, au niveau de l'avionique, c'est comment est-ce qu'on est capable de construire, comment serait-on capable de construire un moteur de visualisation intelligent qui permettrait, premièrement, de prendre en compte la structure, c'est-à-dire les différents participants, les fonctions, c'est-à-dire les différents rôles de chacun que je viens d'évoquer, et surtout les usages émergents qu'il faudrait être capable de détecter et d'adresser en temps réel pour avoir un système qui soit ouvert, c'est-à-dire que les compositions de mes acteurs de terrain pourront être hétérogènes, complètement flexibles, et donc il faut que ce système-là soit adaptable et non pas rigide. Et donc évolutif, c'est-à-dire qu'il devrait également apprendre au fil du temps la manière dont opèrent ensemble des acteurs qui sont regroupés ponctuellement pour réaliser une même mission. Donc aujourd'hui, on a des représentations d'informations qui sont bien faites, dans lesquelles on intègre l'ensemble des informations utiles à tous les acteurs d'une opération. Demain, le challenge, c'est de créer une visualisation pour les acteurs d'un instant, mais tirée par l'activité de la réalisation d'une mission. Donc on parle aujourd'hui non pas de situation awareness et ni de team situation awareness, mais de situation awareness systémique ou de distributed situation awareness. Donc si vous avez des questions dans ce sens-là, on pourra développer par la suite. Merci Daniel pour ce témoignage. Et enfin, Julien, en quelques minutes, et puis après, on embraye avec, bon voilà, j'ai des questions qui s'empilent un petit peu sur le tableau de bord. Donc, à toi, Julien. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Julien Desamry de la société Synapse Défense. Notre société rassemble des anciens opérationnels de l'armée de l'air et de la marine nationale aviateurs, et nous sommes spécialisés dans la modélisation des opérations aériennes. Ce qui ressort, je pense, des différentes discussions qu'on a pu avoir jusqu'à présent, finalement, c'est l'une des plus grosses difficultés qui est de déterminer les contextes d'emploi. Parce que lorsque Daniel Auré parle de prendre en compte la structure, parle également du besoin de connaître les rôles et les fonctions, et puis également les besoins de tous les acteurs. Finalement, il s'agit ici d'identifier le contexte d'emploi. Et effectivement, ce contexte d'emploi, dans tous les travaux qu'on peut mener aujourd'hui sur le man-machine teaming, c'est la clé pour pouvoir derrière mettre en place un modèle, une simulation ou une représentation de la réalité qui soit finalement pragmatique. Donc la plus grosse difficulté, elle est là. Elle est de comprendre dans quel environnement mon modèle doit évoluer. Après, la deuxième difficulté à laquelle on est confronté, c'est d'arriver à fabriquer des modèles qui soient pragmatiques. C'est-à-dire que on doit fabriquer des modèles qui soient simples, parce que derrière, il y a des calculs à faire et les temps de calcul peuvent être souvent relativement longs, mais qui ne soient pas simplistes. C'est-à-dire que on arrive à avoir une bonne représentation de la réalité en prenant en compte les éléments principaux ou les éléments décisifs qui peuvent changer considérablement la manière de représenter la réalité.
L'autre point qui est important, donc, c'est d'être capable derrière de donner un modèle à notre modèle, un domaine d'emploi. Un peu comme lorsque on définit un avion et qu'on teste un avion, eh bien, il y a un domaine d'emploi dans lequel il va voler parfaitement bien. Bah, pour les modèles qu'on va utiliser, on essaye de faire la même chose. Alors pourquoi? Parce que on a besoin de donner à l'être humain la validité, le domaine de validité, la robustesse finalement, et puis le degré de confiance qu'il va pouvoir attribuer à chaque instant au modèle qu'il est en train d'utiliser. Et ça, c'est Raimé en parlait tout à l'heure. Il parlait de confiance et de collaboration. Moi, en tant que pilote de chasse, lorsque j'utilise un assistant virtuel, j'ai besoin que cet assistant virtuel me dise, et au fait, ce que je suis en train de te dire, tu peux faire confiance parce que là, je maîtrise le contexte. En revanche, lorsqu'on commence à arriver dans les coins du domaine d'emploi, il faut que l'assistant virtuel soit capable de me dire, bon, là, l'indice de confiance des infos que je te donne, ben, on est plutôt sur du 40 ou du 50%. Et ça, c'est tous les enjeux des travaux que nous sommes en train de mener, le contexte et le degré de validité des informations que l'assistant virtuel ou que les systèmes sont capables de nous remonter. Voilà pour moi. Ok, Julien, merci beaucoup. Ben, écoutez, il nous reste quelques minutes, donc il va falloir que l'on soit assez concis pour répondre aux questions. Alors, je vais prendre en l'ordre d'arrivée. Comment est-il possible de garder autant de flexibilité de design avec la nouvelle approche après être parti en phase d'opération ou de maintenance? Très bonne question. Je suppose que c'est moi qui dois répondre, hein. Celui qui se sent l'âme d'un répondeur. Ouais, Guy. Ok, alors, premièrement, les courbes que j'ai montrées sont des courbes théoriques, hein, c'est-à-dire, c'est ça. Alors, quand j'ai. Attends, je vais revenir sur ces courbes-là parce que c'est important. Je ne sais plus où elles sont. Voilà, c'est là. Voilà. Alors, l'idée, c'est que la partie en jaune, la modélisation et simulation humaine à la boucle, ce sont des prototypes ou des modèles qui aujourd'hui, en fait, la mode a fait que on les appelle souvent des jumeaux virtuels, des jumeaux numériques, digital twin. C'est-à-dire c'est un jumeau numérique de l'installation ou du système sur lequel on travaille, quoi. Ce jumeau numérique, en fait, il peut être étendu jusqu'à la fin du cycle de vie. C'est-à-dire qu'il peut être utilisé comme une documentation active, si vous voulez. Donc, cette documentation active qui a des simulations, qui a des historiques, de la traçabilité sur l'édition de conception, etc., va être d'une utilité fondamentale. Alors, en particulier, nous avons commencé 2 thèses là, dans le cadre de la chaire FlexTech, l'une avec Total sur l'utilisation du retour d'expérience justement pour le diagnostic de panne, et également avec Safran justement sur les moteurs d'hélicoptères, également en maintenance. Donc, j'ai pas le temps de développer tout ça, mais bien sûr, ce rectangle modélisation, simulation humaine à la boucle, en fait, on pourrait le qualifier de jumeau numérique et on pourrait l'étendre jusqu'à la fin du cycle de vie du produit, quoi, avec des itérations successives qui intègrent au fur et à mesure l'activité et le retour d'expérience. Oui, j'ai un complément à apporter si vous le souhaitez. C'est Julien Desamry de la société Synapse Défense. C'est un point qui a été traité également par l'armée de l'air il y a quelques années, lorsqu'on a été confronté au cas que citait Daniel Auré d'appui des troupes au sol face à des insurgés. En fait, nos systèmes d'armes n'étaient pas forcément très bien adaptés face à ça. Et donc, on a créé des solutions à ce moment-là très modulaires qui permettaient en quelques mois de développer de nouvelles capacités en parallèle du système d'armes Legacy. Et qu'est-ce qui s'est passé? Petit à petit,
on a intégré quelques années plus tard ces développements parallèles à l'intérieur du système d'armes. Donc on a un système modulaire qui d'une part est legacy et parfaitement qualifié et hyper sûr, et à côté de ça on a la capacité de développer sur des besoins très particuliers dans des temps finalement très courts, des petits compléments de système qui viennent se greffer et qui, si ils satisfont le besoin, d'époque en quelque sorte, réintégreront le cycle de vie du système legacy au fur et à mesure des évolutions du système legacy. Cool, merci Julien. Autre question, qu'en est-il de l'intégration humain-système dans la conception d'un poste de travail dans une usine de production industrielle, entre parenthèses, industrie du futur? Qui souhaite répondre? Enfin, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut répondre à ma place. Bon, Ouais, j'y vais. Ok. Alors, ce que j'ai dit là dans la présentation, bien sûr, moi j'ai passé 40 ans de ma vie dans des cockpits, des salles de contrôle, etc. Donc forcément, je suis assez orienté vers ça. J'ai pas du tout travaillé sur la production et sur la manufacturing vraiment directement sur l'industrie 4.0, mais tout de même. Alors, c'est pas vrai que j'ai pas travaillé sur l'industrie 4.0. Quand j'étais au FIT, c'était intégré dans les cours qu'on faisait en master. Et puis, voilà, comme je coordonnais l'ensemble, bien sûr, il y avait dans mon équipe des gens qui travaillaient là-dessus. Mais ce que je peux dire, c'est que ce que j'ai présenté peut être tout à fait valable dans le cadre du manufacturing. Parce qu'en fait, bon, le manufacturing, il se situe peut-être un petit peu en aval de ce que j'ai dit pour la conception là et le développement, mais tout de même la partie modélisation-simulation, j'en suis convaincu, peut aider parce qu'en fait, notamment à l'Estia, là, je fais un peu de pub pour l'Estia. L'Estia a une structure qui s'appelle Adimadour et Composite Adour, qui est sur l'industrie 4.0. Et justement, ce type d'approche commence à être de plus en plus utilisé. C'est-à-dire que je pense que, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure pour la maintenance, cette approche-là, elle est valable sur tout le cycle de vie d'un produit, quoi. C'est ça. En fait, il faudrait voir modélisation-simulation comme une sorte de documentation interactive, digitale, numérique, du système, enfin du produit qu'on est en train de développer et de maintenir, éventuellement même de démanteler à la fin, quoi. C'est ça, quoi. Juste un slogan que j'utilise souvent dans mes cours, c'est écrire, c'est concevoir, et concevoir, c'est écrire. L'idée, c'est écrire un modèle comme ça, ou écrire, c'est étendre le mot écrire, hein, le verbe écrire. C'est en fait modéliser, c'est concevoir, et concevoir, c'est modéliser. C'est-à-dire que si on sait écrire correctement ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire les spécifications, eh ben, on va modéliser, on va construire un meilleur système. Et si on sait décrire ce que le système fait ensuite, eh ben, on va pouvoir l'améliorer correctement. Voilà, donc cet aspect modélisation-simulation est fondamental. Je voudrais juste rajouter, en complément de ce que vient de dire Guy, et pour compléter ce qu'avait dit Julien précédemment, ce qui vient d'être évoqué, le fait que cette approche doit être attachée à tout le cycle de vie d'un système de système, ça veut dire que ce système-là doit rester ouvert et évolutif. C'est ce que Julien a évoqué sur le fait que l'armée de l'air avait trouvé un système pour faire de l'appui aérien développé en interne parce que le système ne prévoyait pas ça au moment de sa conception. Ça doit être une leçon que l'on retient pour que les futurs systèmes qui vont être intégrés dans des systèmes, donc qui vont donner lieu à des usages émergents, qu'il va falloir réintégrer rapidement. Il faut donc pour cela que les composants du système restent non pas figés, mais ouverts et évolutifs. Ok, merci beaucoup. Autre question, comment aborder la question de l'éthique quand on va intégrer des facteurs humains, entre parenthèses, données liées à l'humain dans l'IHS?
je vais essayer de répondre parce que c'est une question qu'on se pose chez nous au Thales au sein de l'équipe Relations Humain-Système. Effectivement, on a des règles d'éthique qu'il faut respecter. Il y a plein des guidelines qui ont été proposés pour garder les principes d'éthique au niveau des conceptions de l'intelligence artificielle. On est en train de mettre en place, c'est envisager les fonctions intégrées dans les règles de décision du système qui prennent en compte les principes éthiques des différents domaines. Des règles que ça peut être générique, mais il y a des spécificités sur certaines situations. Ok, Rémi. Bon, vous êtes encore 80% malgré l'appel de la fin à rester connecté, donc on va être très très concis dans les dernières questions. Alors, j'en ai une dans le texte un petit peu long, mais je vous le lis. Mes expériences en aéronautique, ferroviaire et construction grands travaux montrent que les budgets et acteurs de conception, réalisation, mise en service sont encore différenciés de ceux de l'exploitation et de la maintenance. Et cela participe aux échecs partiels de ces projets de centaines de millions d'euros. Est-ce que les préconisations HSI des futurs manuels SE vont enfin aider à remonter au board directeur en charge de décider et coordonner ces budgets, équipe parfois au sein d'une même société, l'importance d'une réflexion globale sur le cycle de vie complet d'un système de système, son automatisation vers des systèmes émergents, d'un budget global de fonctionnement et de la sortie des modes silos ainsi que les vieux cycles en V, dorénavant inadaptés. Ah, je crois que vous avez marqué les esprits, les gars. Oui, je vais me permettre de répondre à cette question parce que ça me touche. Hein. Parce que dans mon ancienne vie, j'ai travaillé pour faire l'évangélisation de l'intérêt d'inclure l'humain dans la boucle depuis les premières parties du cycle B. Parce que c'est pas le cas. On voit qu'il y a pas mal de sociétés qui développent les produits et après l'humain rentre après et on essaye de revenir en arrière pour rattraper les erreurs. Ma mission, c'était d'évangéliser les sociétés, notamment les PME, à comprendre l'intérêt d'introduire l'humain au tout début du processus de conception. Donc, effectivement, quand on discute avec les patrons de société, c'est évident, ils expriment bien sûr qu'on les fait, qu'on est intéressé à les faire. Mais quand on commence à rentrer dans les financements et on a les différentes lignes qu'il faut couper, les priorités sont différentes. C'est pas l'humain dans la boucle qui devient une priorité. Je comprends bien la problématique du financement. Quand on voit les grandes sociétés, je vois pas ce problème. Les grandes sociétés, on a compris cette problématique et c'est beaucoup plus simple l'introduction de l'humain dans la boucle dans tous les processus. Mais bon, effectivement, quand on touche l'argent, quand on a un problème financier, il faut prioriser des choses. Mais bon, la mission que j'avais, c'est de faire comprendre aux sociétés de l'importance de ça. Je comprends que pour le financement, c'est pourquoi que c'est dans cette direction qu'on trouve les problèmes. Et pour parler des organismes de financement, je crois qu'ils ont compris la problématique. Je parle de la région Nouvelle-Aquitaine, je parle de la DGA, dans notre cas militaire. Ils ont compris la problématique du facteur humain et ils sont très intéressés de financer depuis le début l'introduction du facteur humain dans ce processus de cycle en B. Moi, je voudrais compléter Jaime. Ouais, excusez-moi. Oui, parce que, enfin, en général, on travaille main dans la main avec Jaime. Et donc, je suis d'accord avec ce qu'il dit, mais je pense qu'il faut que je complète Daniel de Thales, là. C'est que pour moi, déjà, c'est pas simplement facteur humain, l'intégration du facteur humain, mais c'est l'intégration de l'humain. Alors, pourquoi je précise ça? C'est parce que l'humain est un acteur du système au même titre que les agents autonomes intelligents. Et la question, c'est de la place qu'on laisse à l'homme dans le système de système, et notamment toutes les assistances qu'on prévoit à l'endroit où on mettra de l'humain. Ces assistances-là doivent être développées dès le départ avec l'humain. Ça rejoint exactement ce que dit Guy depuis le début de la session, c'est que les intelligences artificielles n'ont de sens que si elles sont développées pour l'humain et avec l'humain.
Donc, si on ne se pose pas la question dès le début de la conception, notamment par des données issues de terrain, les IA qui vont aider l'homme n'ont aucun sens et n'ont aucune raison d'exister, ne vivront pas. Donc la réponse est oui, il n'y a même pas besoin de persuader les gens, on va dans le mur si on ne fait pas comme ça, selon moi. Alors, je voudrais donner juste, je voudrais compléter par donner une bonne nouvelle là quand même, parce que étant en charge de la rédaction du chapitre HSI du futur SI Handbook de INCOSI, du System Engineering Handbook de INCOSI, on inclut tout ça en fondamental, c'est-à-dire le petit schéma qui a montré sur cette slide, sur ce planche là ici, économie, environnement, société, c'est mis en frontal, c'est-à-dire que il faut prendre en compte tout de suite, depuis le début, en fait, tous ces trois parties. La partie éthique est dans la partie sociétale. Et bien sûr, il faut que l'économie cadre avec… en gros, il faut que l'économie soit au service de la société et de l'environnement plutôt que l'inverse, quoi. Aujourd'hui, on est plutôt dans l'inverse. On utilise l'environnement, enfin, l'écologie est au service de l'économie et en fait, il faudrait que ce soit l'inverse, quoi. Donc tout ça, on est en train de l'écrire au niveau de INCOSI. Alors bien sûr, ce n'est que INCOSI, hein, mais en tout cas, ça a de l'influence. Et je pense qu'au niveau des grosses entreprises, tout ça va être pris en compte, j'espère, sous forme de standard un jour. Allez, nous prenons une dernière question, sauf si Jennifer nous coupe la ligne. Allez, donc on force un petit peu, on force un petit peu le destin. Donc, on a beaucoup parlé de connaissances et thématiques théoriques. Par expérience, on a constaté que côté méthode de conception de systèmes complexes, on est plus souvent démunis. Par exemple, nous avons travaillé sur une grille d'analyse du niveau le plus bas de l'activité, entre parenthèses nano, au niveau le plus haut de l'activité, entre parenthèses macro, qui correspond au design des niveaux institutionnels de type régulation, exemple EASA. Avez-vous réfléchi à des méthodes systématiques ? Alors, oui, mais je dirais que pour l'instant, on a réfléchi. Il n'y a pas encore de méthode vraiment très tangible, puisque j'ai utilisé le mot tangible. En tout cas, la chaire FlexTech va dans ce sens, c'est-à-dire que si vous voulez, il y a plusieurs aspects dans ce que nous développons. Mais un des aspects, c'est l'aspect fondamental. Est-ce qu'on sait ce que ça veut dire système? C'est ce que j'ai essayé de vous dire en quelques slides là. Et comment on peut prendre en compte une approche système qui inclut l'humain depuis le début, quoi. Et bon, ça, il y a eu plusieurs réponses, hein. Daniel a parlé de ça, Jaime aussi, Julien aussi. Et donc, mais pour pouvoir prendre en compte l'humain depuis le début, effectivement, il faut qu'on ait une approche théorique et fondamentale qui le permette. Et on s'attache à faire ça, quoi. Alors, c'est une tâche extrêmement difficile parce on vient de loin, parce que on passe du mono-agent au multi-agent. On a cru pendant longtemps qu'en raisonnant sur le mono-agent, on pouvait étendre le multi-agent facilement. Ben non, il faut partir du multi-agent pour savoir ce qu'on veut dire par représentation système. Donc voilà, c'est juste, j'effleure un peu le sujet en disant ça, mais on y travaille, oui. Bien, écoutez, Guy, Stéphane, Daniel, Julien, Rémé, merci infiniment pour votre participation très très intéressante, pour vos interventions. Je vois que beaucoup de participants sont encore connectés et ça montre tout l'intérêt du sujet. Je pense que nous pourrions continuer encore longtemps parce que vous nous avez tenus en haleine. Bon, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Donc, encore une fois, merci à la technique, merci aux auditeurs. Et je vous propose de nous retrouver sous quelques jours avec un replay de ce Café Techno sur la chaîne YouTube du
call. Voilà. Tous les participants recevront en retour ce que nos intervenants nous jugeront comme communicable en termes de planche, et bien entendu le lien YouTube pour aller visionner ou transmettre à vos collègues, collaborateurs. Encore une fois, un grand merci. Ce fut un café techno très passionnant. Et écoutez, à très vite pour un prochain café techno.